Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Langlois. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez sorti un livre qui s'appelle L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale, sorti aux éditions Talma. On vous considère comme un lanceur d'alerte de la police. Est-ce que vous pouvez expliquer votre parcours ? Le parcours, c'est que je me suis engagé syndicalement dans la police parce que les missions et les dérives et les dysfonctionnements que je dénonce dans ce livre particulièrement, en fait, m'écœuraient. Et je suis rentré dans la police pour défendre l'injustice, pas pour la créer ou la perpétrer. Donc du coup, pour moi, cet engagement était la poursuite de mon engagement de policier et de ma vocation. Donc j'ai pu dénoncer des agressions sexuelles d'un médecin de la police nationale contre mes collègues, qui a été depuis condamné par la justice, qui m'a attaqué pour diffamation pour avoir dénoncé ces faits, et j'ai été relaxé. J'ai dénoncé également la falsification des chiffres de la délinquance, c'est-à-dire qu'on minimise ce que vivent les victimes pour que les chiffres de la délinquance soient bons, et notamment c'est sur Marseille, et les chiffres de la délinquance sont annoncés à la baisse, et le lendemain il y a des règlements de compte à la Kalachnikov dans la cité. Parce que les policiers sont déployés en fonction de ces chiffres également. Donc on dit ce quartier est calme, donc on ne met plus de policiers. Donc il y a à la fois nos collègues qui n'arrivent plus à trouver de sens à leur métier, et la population qui n'a pas la protection qu'elle devrait avoir. Et à côté de ça, par exemple, cette personne qui a falsifié les chiffres, ou qui a laissé faire, en tous les cas, le directeur marseillais est devenu directeur central à Paris. C'est-à-dire qu'il est devenu directeur. Donc il y a des promotions, il y a aussi des jeux internes. Le troisième point que j'avais dénoncé, c'était les suicides. Les suicides, à ce moment-là, on avait fait un communiqué à chaque fois, donc c'est des choses que j'ai dénoncées au nom du syndicat. Mais en tant que représentant légal du syndicat, c'est moi qui ai été attaqué par l'administration. Et donc sur les suicides, on avait dit qu'il y a 24 suicides depuis que le directeur a pris ses fonctions en 2017. Maintenant, on est à plus de 100 suicides depuis qu'il a pris ses fonctions. À titre de comparaison, à France Télécom, il y a eu 19 suicides en 2 ans également. Toute la direction s'est retrouvée en correctionnel. Donc ça n'a pas plu. Donc je me suis retrouvé en conseil de discipline pour ça. Après, les choses informelles qui n'ont pas pu mettre noir sur blanc dans la convocation, mais je suppose qu'elles en font partie, c'est que notre syndicat a expliqué tous les dysfonctionnements de la gestion du maintien de l'ordre sur le mouvement des Gilets jaunes. Et une fois que j'ai été convoqué en conseil de discipline, les médias ont eu comme consigne soit vous continuez d'inviter les délégués de vigie, mais attention, on a mis une convocation en discipline, soit vous arrêtez, mais si vous le faites, on ne vous donne plus d'informations du ministère, voilà, soit vous les invitez plus, on continue de travailler en bonne intelligence. J'en veux même pas aux journalistes en fait, j'en veux dans une démocratie comme la France de faire un chantage auprès des journalistes pour qu'ils choisissent leurs sources d'information. Leur rôle c'est d'avoir accès à toutes les sources et après de médiatiser ce qu'ils ont envie ou pas. Et le dernier point c'est l'affaire Benalla, parce qu'en fait l'affaire Benalla, le lendemain de mon passage d'envoyé spécial sur l'affaire Benalla, parce que notre syndicat est partie civile sur ce grave dysfonctionnement également, le ministre a signé la sanction. C'est vrai que les lanceurs d'alerte sont dans une position en général très inconfortable par rapport à leur métier, par rapport à la société, mais c'est peut-être encore plus vrai au sein de l'armée, au sein de la police, c'est-à-dire que celui qui annonce entre guillemets la mauvaise nouvelle que personne ne veut voir, personne ne veut entendre, c'est celui qui bien souvent malheureusement se fait taper dessus, il sert de bouc émissaire. Est-ce que ça a été votre cas ? Ils ne veulent pas entendre les mauvaises nouvelles, mais après tout a été orchestré pour pas qu'ils les entendent en fait. Le problème dans la police nationale, c'est l'institution à réformer. L'objet du livre, c'est que chacun ait une idée de ce qui se passe pour pouvoir que chacun propose des propositions pour réformer cette institution qui encourage les comportements déviants. Donc à partir de là, ils ne veulent pas entendre les mauvaises nouvelles, mais un exemple très parlant, c'est que par exemple, on a un code de déontologie. Normalement, tout fonctionnaire qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit, selon l'article 40 du code de procédure pénale, en référer à un magistrat. Les codes de déontologie de d'autres fonctions publiques le rappellent en disant attendez, si vous êtes connaissance de ça, vous devez alerter le magistrat. Le nôtre, c'est pas marqué. Par contre, il y a marqué que si on manque à notre devoir de réserve ou qu'on manque de loyauté envers nos chefs, on sera sanctionné. Et le problème qu'il y a, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que moi, du coup, j'avais le choix de respecter la loi, soit de respecter le code de déontologie. J'ai choisi de respecter la loi, parce que l'intérêt collectif passe au-dessus de l'intérêt particulier de quelques personnes. C'est la Déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs. Donc, oui, mais après, il y a des collègues qui ont commencé à parler, à nous donner des informations supplémentaires, parce qu'ils n'ont pas envie de subir la même chose, mais ils n'ont pas envie de continuer à travailler dans les conditions indignes qu'ils ont. C'est pas pour rien également qu'il y a une épidémie de suicides en ce moment. Depuis que M. Castaner a pris ses fonctions, on est à plus de 60 suicides. C'est un record pour un ministre de l'Intérieur en si peu de temps. Un triste record. Mais de façon plus large, le suicide, j'en parle assez librement en plus parce que ma femme a le statut d'agricultrice, donc les agriculteurs étant le plus touchés en nombre. Mais ce qui me choque particulièrement, c'est quand le Premier ministre avait dit j'ai mis des panneaux 80 sur les routes pour lutter contre la première cause de mortalité en France, la mortalité sur les routes. Donc je ne sais pas si le 80 va le résoudre ou pas. Par contre, ce qui est un fait, c'est que la première cause de mort violente en France, c'est pas la route, c'est le suicide. C'est que c'est un problème de malaise de société.
toutes les heures en France, il y a plus d'une personne qui se suicide. Donc la profession police est mise en avant par son pourcentage, l'agriculteur par le nombre, mais de façon plus générale, c'est un problème qui mériterait l'attention de tout le monde en fait. Donc oui, j'ai été mis en avant, j'ai servi de bouc émissaire. Non, je ne pense pas, j'ai plutôt servi... on a voulu me faire taire par tout moyen pour que ceux qui profitent de ce système puissent continuer à en profiter. Et ma dernière question concernera le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous considérez qu'on peut librement manifester aujourd'hui en France ? Parce que personnellement, moi, c'est vrai que quand je dis que je vais couvrir la manifestation, on me dit mais fais attention à toi, prends attention, fais vraiment attention à toi. Les gens ont peur pour moi. Alors légalement, on peut encore toujours manifester. Légalement, dans les textes, la police doit assurer la sécurité des manifestants et des riverains. Donc ça, c'est ce qui a marqué dans les textes de loi. Dans la pratique, non. Dans la pratique, non. Mais moi, je suis allé manifester hier. Je devais manifester à Paris. Bon. Finalement, avec l'actualité, on allait manifester à Valenciennes en soutien à Manu, qui a eu la gentillesse de m'accepter sur sa manifestation en tant que policier, malgré ce qu'il avait vécu. Donc Manu a un gilet jaune qui a perdu un œil pour les 1 an des Gilets jaunes à Paris, à cause de l'organisation du maintien de l'ordre du préfet de police l'allemand. Donc non, et ma femme, quand je suis allé manifester, m'a dit fais attention à toi. J'ai peur que tu ne reviennes pas, ou que tu sois blessé, ou que tu te mettes en garde à vue. Donc même quand on est policier, on n'est pas tranquille en fait. Parce que même si on tombe sur des collègues professionnels, en fait, il y a plusieurs choses. On est dirigé par des gens qui voient deux camps, comme le préfet l'allemand, mais en plus reconfirmé par M. Nunez, le secrétaire d'État, et par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, quand un député pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire deux camps ? En tant que policier, moi je vois deux camps. Oui, celui qui ne respecte pas le code pénal et qui commet des infractions délictuelles ou criminelles, mais à la différence du préfet de police, je ne vois pas de délit d'opinion. Donc voilà, donc c'était aussi le moment d'aller manifester pour dire écoutez, le délit d'opinion, ça n'a pas à rentrer en compte. Donc oui, dans les faits, c'est compliqué. Donc il y a ces encouragements déviants. Il y a ensuite l'épuisement des policiers, parce qu'en fait, avec des heures supplémentaires cumulées, on est à plus de 140 000 ans cumulés d'heures supplémentaires. Avec les week-ends, on n'a pas de repos, etc. Ce qui veut dire que même ceux qui sont le plus professionnels vont commettre des fautes, parce qu'ils vont péter les plombs, parce qu'ils sont épuisés. Je mets quiconque au défi de travailler 20 heures d'affilée après 10 jours sans repos, de ne pas faire de faute. La seule différence, c'est que nous, on peut faire usage de violence, et que les conséquences sont catastrophiques par rapport à un boulanger qui peut rater son pain. Par contre, j'en veux énormément à nos politiques qui nous dirigent, à notre hiérarchie, qui laissent perdurer ce système en sachant pertinemment qu'en disant nous, on a déployé tant d'effectifs parce que vous êtes des petits numéros, mais sans tenir compte de l'épuisement, avec des fautes qui vont impacter à la fois la vie des manifestants, des riverains, parce que Mme Zineb Remoine est morte à cause d'une gestion de manifestation catastrophique à Marseille. Donc il y a des gilets jaunes ni policiers, et des policiers qui vont se retrouver au tribunal ou qui vont se faire blesser. Donc je leur en veux énormément parce que rien n'est fait pour ça. Et même la loi de finances pour l'année prochaine va inciter le gouvernement à continuer dans cette logique, parce qu'il y a 2475 policiers qui vont être supprimés, et les heures supplémentaires sont moins payées que les heures normales. Ce qui veut dire que le gouvernement dit moi, pour des raisons d'économie, j'ai intérêt à vous continuer de vous faire des heures sup. Et quand vous irez au tribunal, parce que vous irez parce que vous allez commettre des fautes par l'épuisement, vous serez tout seul. Et en plus des quelques comportements déviants qui sont encouragés par ce qui se passe. Donc non, aujourd'hui en France, on ne peut plus manifester. Et c'est une honte dans un pays dit des droits de l'homme et d'une démocratie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'ennemi de l'intérieur, dérivé de dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma. Et j'en profite pour signaler que pour les internautes ont peut-être vu, mais que avant on était peut-être un bon exemple dans certains domaines. Malheureusement, maintenant on commence à être un mauvais exemple dans le maintien de l'ordre, puisque au Chili, je crois que des personnes du pouvoir ont pris l'exemple de la France pour dire regardez, nous on ne fait que mater les manifestations comme les grandes démocraties de ce monde. Voilà où nous en sommes. Alexandre Langlois, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup à vous.